Alors, simplement, comme je venais après l'exposé de Marc sur le temps qui n'existe pas, le temps en physique, et moi je vais vous dire que les mathématiques, en un certain sens, sont dans le temps. Simplement, ça veut dire que je dois définir ce que j'entends par temps, et plus particulièrement tout ce qui est connexe à la notion de temps, l'historicité, les questions qui se posent, leur éternité ou la non-éternité des mathématiques, le fait qu'elles sortent du temps ou qu'elles restent dans le temps, quelle est la nature de leur essence de ce point de vue-là. Et donc, petit à petit, en me posant cette question, j'en arrive à définir la notion d'objet mathématique, qui est loin d'être simple, et je voudrais en donner quelques caractéristiques importantes. Et donc voilà, alors un des points importants sur cette question, évidemment, ça a été de définir quel type de pratique, à quel type d'objet, à quel type de formation culturelle on a affaire quand on parle des mathématiques et de l'historicité des mathématiques. Alors j'ai employé beaucoup de vocabulaire qui était peut-être pas familier pour certains d'entre vous, qui sont du vocabulaire tiré de l'œuvre de Husserl. Mais je vais essayer de rendre les expressions de Husserl, disons, plus faciles à percevoir, à comprendre. Alors, un des points importants sur lequel je mets l'accent, c'est sur le fait que l'entreprise philosophique de Husserl, si on peut dire, est une entreprise de préservation de cette formation culturelle qu'on appelle les mathématiques. Et cette entreprise de préservation, je dirais même de défense, d'une certaine façon, d'un certain type de fragilité qui peut atteindre les mathématiques, va de pair avec une philosophie de la préservation de la culture. Et donc, quand je vais vous parler du temps des mathématiques dans le temps et du temps des mathématiques, c'est aussi une réflexion sur la culture et la façon dont les mathématiques se situent à l'intérieur de cette culture. Alors, un point important, c'est que il n'y a pas... On peut dire qu'il n'y a pas de culture intellectuelle, Husserl dirait, ces formations d'idéalité sans les mathématiques. Et les mathématiques en sont constitutives. Et d'autre part, Husserl, évidemment, veut échapper, puisque si je prends ce point de vue, qui est le point de vue de la préservation, de la protection des mathématiques, qui pour lui est aussi une forme de protection de la rationalité, il va montrer que les mathématiques ne sont pas... évidemment, les mathématiques sont liées à une sociologie, à une culture, à une politique. Mais si on veut définir ce qui en constitue, je dirais, l'essentialité, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. C'est du côté de ce que Husserl appelle, donc, qui défend beaucoup l'idée que le caractère non factice ou la non-facticité des mathématiques, ce sont une discipline qui est prise dans une forme de rationalité qui fait qu'elle ne relève pas de la facticité d'autres formations ou d'autres modes d'existence. Alors j'avais pris un exemple frappant de cette situation que j'aime bien parce qu'il est un peu paradoxal, si vous voulez. Donc je vous avais dit, bon, supposons qu'un matin, au petit déjeuner, on ouvre le journal, on prend la première page et on lit « Les nombres ont disparu de la surface de la Terre. Les nombres ont cessé d'exister. » Alors le lecteur est prié de prendre conscience de ce fait et on va utiliser pour tourner les pages d'autres formes de repères mais qui ne seront pas des nombres. Alors ceci pour dire que la disparition des nombres, alors je dis les nombres entiers, la disparition des nombres entiers vous révèle très fortement que
cette disparition n'est pas du même type que la disparition des dinosaures. Ce sont des objets très, très spécifiques. Et c'est une manière d'en parler que de faire cet événement. Et bien entendu, là encore, je ne peux pas développer. Si j'ai pris l'exemple des nombres, c'est parce que, évidemment, les nombres entiers sont constitutifs de cette discipline et ils posent en tant que tels de nombreux problèmes et aussi le problème de leur mode d'existence, puisqu'on a vu qu'ils peuvent disparaître ou qu'ils ne peuvent pas disparaître. Alors, leur mode d'existence, ça veut dire que ce sont, on va appeler ça des idéalités, hein, et on dira que ce sont des idéalités qui ne sont pas, là encore, du type morphologique, des idéalités morphologiques, je veux dire, qui sont liées à la structure du corps humain. Peut-être que c'est lié, bien entendu, que les nombres entiers sont liés à la structure du corps humain. Il y a toutes sortes d'hypothèses sur cette question. L'origine digitale des nombres, le fait que c'est lié à la structure de nos mains, etc. Mais ceci n'explique pas ce que c'est que l'objet nombre et surtout la capacité productrice de cet objet spécifique qu'est le nombre. Alors, par ailleurs, le nombre, j'ai pris le nombre, mais le nombre s'applique à toutes sortes de choses, hein. On peut compter les stylos, on peut compter je veux dire, n'importe les étoiles, etc. Donc, c'est un objet qui s'applique, si on peut dire le terme d'appliquer, qui s'applique à toutes sortes de choses. Et donc, ce nombre a comme tel, le nombre entier, a un certain mode d'existence. Alors, j'ai choisi, là encore, d'utiliser un vocabulaire qui n'est peut-être pas très satisfaisant. J'ai parlé des nombres, mais en réalité, enfin, en plus, ce que je voudrais sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur ce qui a constitué, sans aucun doute, à part le nombre, d'une certaine façon, le point de départ, si toutefois il y en a un, de cette forme d'idéalité, c'est plutôt la géométrie. C'est-à-dire que les mathématiques sont constituées à partir d'un certain rapport, qu'on va dire un certain rapport à l'espace, et c'est pour cette raison, mais je ne vais pas commenter, j'en ai déjà pas mal parlé, le texte bien connu commenté par Derrida sur l'origine de la géométrie. Le texte de Derrida qui parle, qui explique, qui pose cette question de l'origine de la géométrie, est là pour manifester ce fait, si je puis dire, de la non-facticité de ce type d'idéalité qu'est la géométrie. Alors pourquoi la géométrie ? Là encore, je veux dire, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons empiriques qu'on peut décrire, bien entendu, mais il y a une autre raison qui est un certain type de rapport à l'espace, mais ça suffit pas. Mais il y a un rapport à l'espace qui fait que il y a une forme non empirique, si je puis dire, d'intersubjectivité qui se manifeste à travers le développement de la géométrie. Et de ce point de vue, donc, j'ai employé des termes qui vont vous paraître un peu triviaux ou pas forcément. Et ça pose une question de savoir si les mathématiques sont-elles dans le temps ou pas dans le temps. Alors, et en particulier, ce fait qui a été noté, remarqué par la plupart des grands philosophes, d'une forme d'éternité de cette pratique ou des mathématiques. Alors, il y a diverses manières de penser leur éternité. Et je les résumerai sous trois chefs, 3 chapitres. D'une part, il y a une éternité que je préfère employer comme Husserl, l'omnitemporalité. Les mathématiques, d'une certaine façon, sont de tout temps. Et tout temps, alors je vais préciser le terme, et là encore, il faudra qu'on en reparle. Il
il y a ce qu'on peut appeler, donc je vais appeler la ligne du temps pour aller vite. Donc la ligne du temps qui s'écoule. Et les mathématiques naissent ou apparaissent, ou étaient déjà là, le long de cette ligne. Simplement, je dirais qu'il y a, de ce point de vue, encore deux formes d'éternité dont il faut parler. Donc, je dirais qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'éternité à droite, c'est-à-dire qu'une fois qu'un énoncé mathématique est démontré, il est vrai de tout temps, pour tout temps, pour tout temps. Et quitte à ce qu'il soit transformé, amélioré, il n'en reste pas moins que le sens, la signification, l'essentialité de cet énoncé est vrai de ce point de vue pour tout temps. Alors, tiens, oui, alors j'adopterai, là encore, c'est une commodité de langage, je dirais qu'il y a deux sortes d'éternité. Il y en a plus que deux, hein, parce que le concept d'éternité a beaucoup de synonymes. Dans l'histoire de la philosophie, je vous passe, qui sont tous aussi puissants les uns que les autres. La sempiternité, il y a, etc. Et donc là, j'ai employé volontairement l'éternité à droite, parce qu'il y a la possibilité d'une éternité à gauche. Et dans ce cas-là, je définirais une certaine forme de platonisme comme étant une position philosophique qui consiste à passer de l'éternité à droite à l'éternité à gauche. Et si je dis qu'il y a l'éternité à droite, ça veut dire que je considère qu'un théorème mathématique ou une énoncé mathématique est vrai dès lors qu'il est prouvé vrai. Hein. Et tant qu'il n'a pas été prouvé vrai, on va dire qu'il n'est ni vrai ni faux. Alors, d'où une question. Je vais essayer de vous présenter une espèce d'axiomatique simplifiée de cette position, qui est une axiomatique, je dirais, intuitionniste, une position intuitionniste, qui dit qu'un énoncé mathématique est vrai quand il est prouvé vrai, et il y a toutes sortes de questions qui s'en suivent. Alors, c'est une position intuitionniste parce qu'elle a été développée comme telle par un très grand logicien pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration, qui s'appelle Kreisel. C'est la position développée par Kreisel. Alors, il y a plusieurs choses, donc, des questions qu'on peut se poser alors. Donc, si un énoncé mathématique est vrai, à partir du moment où il est démontré, prouvé être vrai, qu'est-ce qui se passe avant? Je veux dire, est-ce que, peut-on dire, par exemple, la transcendance de pi, donc on dit que pi est transcendant parce qu'il n'est solution d'aucune équation polynomiale rationnelle. Est-ce que la transcendance de pi était connue du temps d'Archimède? Est-ce qu'elle était vraie du temps d'Archimède? Or, ce qu'on connaît d'Archimède... Bon, il y a une démonstration qui n'est pas très difficile de la transcendance de pi par Lindemann à la fin du XIXe siècle. Alors, elle est un peu subtile, mais bon. Et Archimède connaissait un pi qui n'était pas celui de Lindemann. Maintenant, et c'est ce qui fait la grandeur de cette pratique mathématique, de ces idéalités mathématiques, c'est que, il y a toute une histoire de pi, 22/7, il y a toutes sortes de définitions du rapport entre le diamètre et la circonférence. C'est encore une autre définition de pi. Il y a des propriétés mirobolantes de pi. Pi est un objet extraordinaire. Mais ce qui se passe dans les mathématiques, c'est que dès lors que vous avez démontré, une fois que c'est démontré, eh bien, toutes les propriétés précédentes ressurgissent et prennent un sens, et prennent un nouveau sens. À partir du moment où je sais démontrer la transcendance de pi, eh bien, je sais ce que voulait dire Archimède. Je peux donner un sens à ce que voulait dire Archimède. Je peux donner un sens à ce que l'on entendait dans les constructions de pi. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette essentialité et de cette historicité. C'est que c'est une historicité qui commence et qui arrive
pour tout temps, dès lors que je me place à droite de la ligne du temps, mais qu'ensuite je peux revenir et refaire toutes sortes d'autres démonstrations et qui vont me donner toutes sortes de nouveaux sens, de nouvelles significations. Et je veux dire que cette propriété-là est une propriété essentielle de la pratique mathématique et de la théorie mathématique. Du même coup, l'historicité dont je parle, qui est une sorte d'historicité éternelle, ou une forme d'éternité historique, si vous voulez, cette prend de nouvelles significations. Et j'ai insisté beaucoup la dernière fois sur un point important qui, pour moi, caractérise la pratique mathématique et qui se produit très souvent, c'est ce qu'on appelle des propriétés de ressurgissement. Dans la pratique mathématique, vous avez très souvent le ressurgissement d'une vérité mathématique qu'on croyait enfouie et qui prend un nouveau sens. Alors j'avais donné, et ça fait partie d'une sorte d'anamnèse interne à la pratique mathématique et à son histoire. Donc, je vous donnais d'exemples. Moi, j'aimais bien cet exemple. Je ne vais pas vous le refaire parce qu'il était un peu long, mais j'ai pris cet exemple du théorème d'Euclide, du théorème du triangle euclidien, qui est la somme égale à 180 degrés. Alors, il existe une trentaine de démonstrations de cette théorie, mais plus vous avancez en âge dans la maturité mathématique, plus vous arrivez à donner à ce théorème initial d'Euclide de nouvelles significations et un nouveau sens. Et vous comprenez, là encore ça fait partie de ce qu'est la pratique mathématique, vous comprenez ce que veut dire pour la pratique mathématique d'intégrer de façon cumulative et conceptuelle des vérités mathématiques anciennes. Alors, il y a un exemple que je voudrais donner, mais je ne voudrais pas avoir l'air trop pédant de ce point de vue. Certainement que l'un des plus grands mathématiciens de ce siècle est Misha Gromov, qui est vraiment un des grands mathématiciens russes qui a... Alors, une des caractéristiques de la puissance, souvent de la puissance mathématique d'un théorème, c'est le fait que vous mettez plusieurs mois pour le comprendre. Donc, j'ai mis plusieurs mois pour comprendre un des théorèmes de Gromov. Eh bien, dans la démonstration, qui est le théorème B, dans la démonstration de ce théorème, Gromov utilise des méthodes qui sont présentes déjà dans Ptolémée et dans la géométrie ancienne, d'engendrement des sphères, de combinatoire de mouvements sphériques pour décrire certaines courbes de l'espace. Et on n'aurait jamais pu... Enfin, si, on y a pensé, puisque l'astronomie s'est développée sur cette base. Hein, vous savez que dans l'histoire de l'astronomie, un des points importants, c'est quand on était géocentrique, on est en un certain sens géocentrique, mais disons qu'on a été très fortement géocentrique jusqu'à Copernic, c'est que quand on observe les mouvements planétaires, il y a des mouvements de rétrogradation des planètes. Donc elles vont à un certain moment, elles stationnent, elles rétrogradent, elles stationnent et elles repartent. Autrement dit, les planètes décrivent des boucles dans le ciel. Et la description de ces boucles a dû faire appel à des combinaisons circulaires qui sont très importantes, qui ont donné lieu, qui sont en un certain sens à l'origine de toutes les définitions des fonctions harmoniques, des développements en série, etc., qui sont des enchaînements combinatoires de déférents et d'épicycles. Et donc, on avait besoin de décrire ces déférents et ces épicycles pour décrire les rétrogradations, stations, etc. Mais, là encore, ces rétrogradations, stations, etc., sont elles-mêmes la coupe planaire de sphères. Et donc, on arrive, en coupant suffisamment les mouvements sphériques, à reproduire des mouvements planaires de combinaisons circulaires. Alors, ces combinatoires de mouvements, qui sont d'une très grande astuce et extrêmement intéressants,
elles ont été reprises à la lumière de théories plus puissantes et plus développées, et on les retrouve jusque dans les thèses de Gromov, ou dans des solutions périodiques d'équations différentielles. Dans le cas des théories de l'électricité, quand vous avez des sinusoïdales, des mouvements sinusoïdaux, vous utilisez ce type de combinatoire. Et là encore, vous voyez que des théories anciennes revêtent à nouveau une puissance nouvelle à la lumière des théories nouvelles qui les portent à l'écran. Donc, c'est ce que j'entends partiellement par omnitemporalité. Alors, maintenant, il y a d'autres hommes. Alors, je préfère ce terme, même s'il est imparfait, il faudrait le travailler davantage, mais je préfère ce terme à celui d'éternité. Parce que celui d'éternité présuppose d'autres analyses conceptuelles qu'on n'a pas faites. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est la question suivante. Est-ce qu'il y a des mathématiques mortes? Est-ce qu'il y a des mathématiques, des théories mathématiques qui disparaissent? Eh bien, si je crois que c'est aussi une des caractéristiques de la pratique mathématique et des théories mathématiques, qu'il n'y a pas de théorie mathématique morte. Qu'à un moment ou à un autre, et ça fait partie de l'essentialité mathématique, si je puis dire, des théories anciennes vont ressurgir, vont reprendre un nouveau sens, vont être réactualisées. Et ce processus de ressurgissement, de réactualisation, font que, à vrai dire, il n'y a pas à proprement parler de mathématiques mortes ou de mathématiques périmées. Je dirais même que les théories mathématiques sont provisoirement périmées, mais jamais définitivement périmées. Et je crois que cette caractéristique-là est une caractéristique de la pensée mathématique et peut-être de la pensée de l'essence même de la pratique mathématique. Alors, il y a d'autres objets, d'autres caractéristiques que je voulais mettre en valeur concernant la réflexion sur les mathématiques. D'abord, il y a la question du multiculturalisme. Donc, effectivement, vous avez à peu près dans toute civilisation des pratiques mathématiques différentes. Et ceci peut donner lieu à des positions qui, poussées à l'extrême, peuvent donner lieu à une sorte de relativisme qui contredirait la première thèse que je viens de développer. Et là, c'est la même chose. Je pense que ce qui fait l'originalité ou la spécificité de la pensée mathématique, c'est qu'elle est omniculturelle. C'est-à-dire que toute culture est capable, modulo, mais ça c'est empirique, est capable d'assimiler